Bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Léonard, que nous remercions d'accueillir la grande famille des masters spécialisés de l'École des Ponts et de leurs partenaires, dont je dirai un mot dans un instant. J'aurai le plaisir d'animer cette soirée avec mon ami et collègue Mathieu Arquier, qui dirige le nouveau master exécutif Digital Twins. On en saura plus dans quelques instants. Puis j'ai le plaisir de voir dans la salle beaucoup d'intervenants, d'amis, de partenaires, d'anciens du master et qui ont souvent toutes ces casquettes. Nous allons avoir 1h30 devant nous environ, puis on pourra poursuivre autour d'un verre pour discuter de ces thématiques qui sont le titre de cette table ronde, le numérique au service de la qualité et de la durabilité des ouvrages. En disant, on n'est pas les premiers, ce n'est pas la dernière fois qu'on le dit. Après 10 ans de BIM, vous savez que nous sommes beaucoup à dire que le BIM est né vraiment en France en 2014, il a pris son essor à ce moment-là. Le fait qu'en septembre 2014 se lance la première session du master spécialisé BIM, co-animé par l'École des Ponts et l'USTP, dont on salue les représentants ici, avec lesquels on travaille de façon extrêmement collaborative et efficace depuis lors. Ce master, ça a contribué à ce que 2014 soit cette année-là. Et 10 ans après, on constate beaucoup d'évolutions technologiques, beaucoup d'évolutions dans les modes de collaboration. Nos invités pourront en parler tout à l'heure. Puis on remarque aussi, on est beaucoup à se dire, il y a eu beaucoup d'efforts faits dans l'enseignement, dans les filières professionnelles. Et puis ça démarre quand même moins vite, moins fort qu'on ne pouvait penser. Donc ça sera une des questions. Qu'est-ce qui fait qu'avec tous ces efforts et toutes ces promesses qu'on nous a faites et tous ces outils et ces retours d'expérience, ça ne soit pas davantage implanté dans le paysage, que certains restent sur le bord de la piscine sans y aller, que certains sont un peu sceptiques encore? Comment est-ce qu'on peut faire pour leur montrer le bon côté des choses? Ça sera une des questions pour nous, pour dire on est enthousiaste sur ces façons de travailler, pour ne pas dire sur ces technologies. On en voit les qualités et les mérites, et on voit aussi qu'il y a des efforts à faire, sans doute un peu autrement de ce qui se faisait jusqu'à présent, pour avancer. Quelques mots sur le MSBIM. Nous avons actuellement la 10e promo. On fêtera à la rentrée le 10e anniversaire en faisant rentrer la 11e promotion. Des chiffres clés sur le master. Depuis son origine, nous avons reçu et nous recevons actuellement 577 mastériens que nous avons formés depuis 2014, un effectif impressionnant qu'on retrouve non seulement dans les salons de BIMworld, mais surtout au quotidien dans de très nombreux projets et qui souvent voient avec plaisir que d'autres interlocuteurs des projets, d'un côté ou d'un autre de la table, du côté de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, des entreprises, des bureaux de contrôle, sont passés par le Master BIM et parlent le même langage avec la même culture. Des personnes qui viennent de nombreux pays étrangers et de France, un taux d'insertion de près de 100% d'insertion professionnelle réussie et effective à l'issue du Master, avec des chiffres que nous avons collectés récemment, 62 à 82% selon les promotions, sont dans les métiers visés par le BIM, sont devenus, selon les cas, des BIM managers, des chefs de projet BIM, des experts BIM, des responsables d'activité BIM, etc., avec des belles carrières, que ce soit dans leur entreprise initiale ou dans d'autres. Et puis ceux qui ne sont pas devenus des BIM quelque chose sont restés, c'était leur ambition initiale, des architectes, des ingénieurs, des maîtres d'ouvrage, qui désormais continuent à assurer ce rôle, mais avec les connaissances du BIM et sachant le mettre en œuvre. Donc ce MSBIM, c'était un des masters historiques, me dit-on, à l'École des Ponts. D'autres se sont développés, et ça on va en parler avec toi Mathieu, avec comme point commun, pour un certain nombre, des questions liées autour du numérique et des technologies, puis des questions environnementales. C'est aussi un peu le fil rouge de tous les enseignements, comment répondre aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Tout à fait. Merci Olivier pour l'introduction. Bonsoir à tous, je suis très honoré d'être là. Donc dans la vie, effectivement, il n'y a pas que le BIM, désolé, mais donc, à l'École des Ponts, donc, d'autres masters spécialisés existent, en particulier donc, en lien avec le master BIM assez connecté. Un premier qu'on peut citer, c'est le master dirigé par Dominique Hert et donc co-dirigé par Stéphanie Merger là-haut, le master immobilier et bâtiment durable, qui combine à la fois une approche culture immobilier et culture bâtiment, donc assez originale, et avec des sciences de l'ingénieur, bien entendu, et de plus en plus donc, de numérique. Le deuxième master qu'on peut citer, qui est également représenté ce soir par son directeur Romain Dubali, ici présent, c'est DBD, pour Digital Building Design, qui vise à faire de la conception pour la construction, utilisant
architecture paramétrée, géométrie, robotique et tous les outils numériques qu'on peut connecter à tout ça. Et enfin, donc, pour ne citer que le dernier qui est tout neuf, puisqu'il existe depuis septembre dernier, donc le master Digital Twins pour les villes et infrastructures que j'ai la chance et l'honneur donc de diriger, qui est un master européen et qui vise donc, qui est plus orienté sur la vie des ouvrages, la prédiction et la maintenance des ouvrages. Donc maintenant qu'on a donc présenté les masters donc liés au Master BIM, donc l'existence de ces masters en soi, comme on disait, donne déjà des arguments à la question sur l'évolution par rapport au BIM. Ce sera la conclusion de la table ronde. Ça, on demandera à chacun de nos invités ce qu'ils en pensent. Et en particulier, donc, si on pousse un peu le raisonnement, mettant un peu de provocation, on pourrait se demander où va le Master BIM. Tu disais donc le Master BIM a 10 ans, l'an 2014, l'an 0. Est-ce que l'histoire se répète? Est-ce que maintenant l'an 0, 2024 serait l'an 0 pour les jumeaux numériques? Qu'en est-il donc un petit peu Est-ce que le jumeau numérique va remplacer le BIM et le master jumeau numérique remplacer le master BIM, ou établir des liens de complémentarité efficaces? Donc c'est un peu les questions aussi qu'on va se poser ce soir. Alors justement, tu parles de jumeaux numériques que tu représentes. On sait de plus en plus et de mieux en mieux ce qu'est le BIM. Je ne citerai pas la norme ISO qui est sortie en 2018. On n'est pas ici dans l'école. On sait que le BIM en tant que tel, et ça se partage, c'est une méthode de collaboration des acteurs d'un projet, c'est une méthode de gestion des projets et surtout de gestion de l'information d'un projet. On sait moins ce qu'est le jumeau numérique. On en entend des définitions diverses, parfois contradictoires. Est-ce que c'est d'une certaine façon le produit dérivé qu'on a à la fin du BIM? On prend la maquette et puis on informe et on met des capteurs et on a un jumeau numérique. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe pendant le projet? Est-ce que c'est un synonyme? On voit ça chez certains, ou même on pourrait presque penser que certains disent ça fait 10 ans qu'on parle de BIM, il faut trouver autre chose pour intéresser le public. On sort un nouveau nom du chapeau pour dire à peu près la même chose. Alors toi, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta définition et celle que tu enseignes du jumeau numérique aujourd'hui? Oui, alors juste pour le contexte, effectivement, donc c'est un mot un peu fourre-tout. Je pense que tout le monde a entendu parler du jumeau numérique, qui est aussi donc un buzzword. Alors pourquoi? Parce que beaucoup de personnes l'utilisent, beaucoup de secteurs qui sont très différents, dans la santé, sur la géotechnique, il y a des jumeaux numériques de la Terre, du corps humain, donc il y a beaucoup de secteurs, donc c'est difficile de trouver une division commune. Des groupes de travail pour information penchent sur des définitions pour standardiser comme le BIM justement, donc pour répéter un peu l'histoire et pour cadrer tout ça. Pour notre secteur de la construction, pour schématiser, donc c'est une copie virtuelle qui, à l'aide de données, mesure en temps réel, permet donc d'avoir un outil synthétique d'aide à la décision, voilà, pour monitorer, utiliser, optimiser les ressources et même aller jusqu'à la maintenance prédictive. Donc, maintenant qu'on a dit un peu tout ça, il y a une vision qu'on pourrait avoir, qui existe déjà, que je vois, qui pourrait un peu argumenter, aider à ce soir au débat, c'est que finalement le BIM est très utilisé en tout ce qui est conception, jusqu'à la construction. Et après, par rapport à la définition qu'on pourrait avoir, c'est que le jumeau numérique prend le pas par la suite, avec des données, pour donc optimiser la vie de l'ouvrage et la vie d'un bâtiment ou d'un système quelconque. Donc c'est une première vision, première approche, oui, ça revient presque à dire que ce qu'on appelle le BIM-GEM, pour le BIM gestion, exploitation, maintenance, en fait, n'est plus du BIM, mais c'est déjà du jumeau numérique, ou c'est ça le jumeau numérique. Ça pourrait, par exemple, donc ça fait partie effectivement du débat. Donc je pense qu'on a planté un peu le décor avec Olivier là, durant cette introduction. On a proposé quelques clés, quelques questions, et je pense que c'est pile poil le temps de proposer à nos invités, donc nos 5 intervenants, de nous rejoindre, pour pouvoir démêler un petit peu le vrai du faux de tout ça et voir où sera le BIM dans 10 ans et le jumeau numérique dans 10 ans, s'ils ont déjà des idées sur ça. Voilà, et sans oublier, on va discuter une bonne heure ensemble avec nos 5 invités, et puis ensuite on discutera avec vous dans la salle. Il y a un micro auquel nous, on n'a pas le droit de toucher parce qu'il est fait pour vous ensuite, pour pouvoir le faire passer, et puis poser des questions, donner vos points de vue, voir si ça converge ou si ça diverge de ce qui a pu être dit avant. Alors on va avoir le plaisir d'accueillir ici 5 éminents confrères du monde de la construction, dans l'ordre d'une certaine façon des métiers. Il y a une espèce de logique. Maud Janton, directrice du pôle méthode et qualité de l'EPAMAR NEPA France. Oui, si tu veux bien. Tu as le privilège de choisir où tu veux te mettre.
Et Maud, comme beaucoup dans la salle, est quelqu'un qui a fait le MSBIM en 2015. Donc dans le rôle d'aménageur. Après un aménageur, on trouve un maître d'ouvrage. Donc on a notre ami Christophe Lheureux, directeur innovation et bâtiments intelligents d'Immobilière 3F. Christophe qui intervient régulièrement dans le MSBIM et qui coordonne le petit frère du MSBIM, le certificat chef de projet BIM, qui est développé chez PFC. Après le maître d'ouvrage et l'aménageur qui lui a cédé une parcelle, il faut un architecte. On accueille Alessio Nofredo, architecte associé de l'agence ANMA, architecte urbaniste, qui lui aussi a fait le master. On se demandait tout à l'heure, c'est 2016 2015, 2016 2016, ouais, vous savez mieux que moi, merci. Donc on a un architecte et puis ensuite il nous faut un constructeur, même si les architectes, les maîtres d'œuvre le sont au sens de la loi. Jérôme Lovic, chef de projet jumeaux numériques avec deux casquettes d'une certaine façon, celle de l'entreprise de construction à travers Bouygues Construction et puis le spécialiste jumeaux numériques puisque désormais c'est ce dont tu t'occupes chez Bouygues. Et puis pour nous rejoindre, compléter ce plateau et avoir un petit pas de côté, du recul, Stéphanie Bijon, bienvenue, directrice associée d'Impulse Partner, qui analyse les technologies et leurs acteurs et qui va nous aider à démarrer cette discussion, ce tour de table. Donc, on fera quelques passages formels de l'un à l'autre. Sentez-vous libre aussi d'improviser dans la limite du temps disponible qui s'affiche face à nous. Alors, Stéphanie, pour commencer, tu es directrice associée chez Impulse Partner. Ton métier, tel qu'on peut le caractériser, mais tu nous le diras mieux, est d'apporter une veille sur la filière construction, d'accompagner les acteurs de la ville durable. Quel est le regard sur ce qui s'est passé depuis 10 ans ? Puis il y avait déjà de toute façon la préhistoire, il s'est passé des choses aussi avant 2014. Alors, bon, en toute humilité, j'ai essayé de partager avec vous la vision qu'on a chez Impulse Partners de cette évolution. Sachant qu'on est, on est une société qui est spécialisée dans toute l'accélération de l'innovation et qu'on est un peu entre deux mondes. Le monde des acteurs traditionnels ancrés dans le secteur, puisqu'on accompagne l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc on côtoie au quotidien des maîtres d'ouvrage, des constructeurs, des bureaux d'études, des fabricants de matériaux, des fédérations. Donc j'essaie de vous partager le regard du BIM et du numérique de ces acteurs-là. Et puis de l'autre côté, on détecte, on part en quête de signaux faibles et de solutions innovantes issues de start-up. Et donc aujourd'hui, on a un vivier d'un peu plus de 1000 start-up qualifiées qui ont toutes des solutions innovantes à proposer. Donc, essayer de faire le mix de ça. Et puis, partager aussi, ça me touche, ce sujet me touche particulièrement, puisque pendant que Maud faisait son master BIM, moi, je faisais un master digital, et j'ai fait ma thèse sur la digitalisation du secteur du BTP. Et je terminais ma soutenance par une belle grosse diapo qui disait le BIM, l'avenir du secteur. Et ça, c'était il y a 10 ans. Oui, c'était en 2015. Et donc, les questions, c'était le BIM va-t-il nous être imposé par l'État ? Le BIM va-t-il être déployé jusqu'au TPE et jusqu'au terrain ? Donc, je ne faisais que poser des questions. Et donc, on est 10 ans plus tard. Et donc, ce que je peux dire, c'est que voilà, en une phrase, je dirais que c'est le BIM ou la digitalisation jumeaux numériques. Bon, c'est à la fois une dynamique qui est pleine d'espoir, puisqu'il y a quand même plein de choses qui se sont passées, teintée de déception et de désillusion, c'est ce que nous disent les gens que nous côtoyons. Mais pour être positif, je dirais qu'ils ne demandent qu'à rebondir. Donc si je prends un temps pour retracer ce qu'on voit, nous, de positif, c'est que déjà, au travers des startups qu'on côtoie, par exemple, sur les 1000 startups que j'évoque, il y en a 500 dans la construction, il y en a 300 qui sont liées au digital, et il y en a 10% qui sont des solutions vraiment directement liées au BIM. Et il y en a tous les ans qui se développent, il y en a tous les ans qui arrivent. Donc ça, c'est une dynamique qu'on observe depuis plusieurs années. Très forte dynamique de digitalisation en termes d'innovation, donc une offre qui évolue. On l'observe, alors j'ai amené l'Observatoire des tendances d'innovation du BTP, qui est en papier, mais qu'en fait il est numérique.
qui est un catalogue de plus de 300 solutions de start-up. Là encore, il y a 60% des solutions qui sont digitales, qui sont là pour apporter de la valeur au chantier, que ce soit en phase conception, en phase exécution ou en phase post-réalisation. Donc, positif. On voit quand même une filière qui s'est mobilisée depuis plusieurs années sur le sujet du BIM. Malgré tout, voilà, on a un plan BIM, on a une association, enfin voilà, ADN Construction qui regroupe l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, qui ne demandent qu'à continuer à se mobiliser. Des centaines de personnes qui viennent se former dans les différents masters, BIM et les autres. Exactement. Voilà, chez vous et chez d'autres, il y a plusieurs formations qui permettent à tous les niveaux de la hiérarchie d'être efficace sur le BIM. Il y a même au WorldSkills une nouvelle épreuve qui date de moins de 2 ans, qui est dédiée au BIM. Voilà, plein d'outils, un gros travail de pédagogie. Plusieurs organisations ont développé des livres blancs ou des références, un catalogue de références de chantiers qui ont été faits en BIM pour qu'on puisse apprendre, que la profession puisse apprendre. Donc voilà, il ne s'est pas rien passé. Il y a eu quand même un très gros investissement de la part de la filière, dont des acteurs qui ont ouvert des voies. Enfin, voilà, vous êtes des intervenants vous êtes des acteurs qui ont ouvert les voies. Donc, voilà, donc ça, c'est positif et il ne faut pas qu'on l'oublie. Oui. Alors, justement, quand tu parles de start-up, on pense beaucoup à des nouvelles technologies, à des approches très techno. Et l'humain dans tout ça, on a une sorte de slogan qu'on diffuse d'année en année et tout le monde s'y retrouve et s'y rallie. Le BIM, c'est 20% de technique, 80% d'humain, sous toutes ses formes, y compris des formes contractuelles. Quelle est la place de l'humain là-dedans et comment agir d'une façon ou d'une autre sur l'humain pour que ça prenne? On posera aussi la question à nos autres invités ensuite. Ouais, de toute façon, ces solutions qui sont digitales n'existent pas s'il n'y a pas un humain pour penser à les mettre en œuvre et les mettre en œuvre. Hein. Ce ne sont que des outils. Mais malgré tout, ça accélère la collaboration entre les différents corps de métier, enfin tout ce que vous connaissez par cœur. Précédemment, je travaillais en prévention et le BIM apporte une grosse valeur ajoutée sur les sujets de prévention. Bon, voilà, ce que je voulais dire, c'était qu'il y a une dynamique positive. Alors pourquoi est-ce que quand on côtoie les acteurs du secteur, ils nous disent qu'ils sont très déçus, ils nous disent qu'ils ont eu des paillettes dans les yeux? Oui, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça prenne vraiment? Voilà, la mayonnaise vraisemblablement n'a pas complètement pris. Alors et dans d'autres pays ça s'est bien passé, donc ça veut quand même dire que c'est possible dans les pays d'Europe du Nord, dans les pays d'Asie. Qu'est-ce qu'on a de si différent? Alors, est-ce que c'est une question de on est trop lent? Est-ce que c'est une question de on est trop lourd? Est-ce que c'est une question de communication? Peut-être qu'on a été maladroit dans nos communications, dans la pédagogie ou la non-pédagogie apportée au BIM. Certains acteurs qu'on côtoie nous disent mais on ne veut même plus utiliser le BIM, on veut élargir au sujet du numérique au sens large, il y a une espèce de rejet. Est-ce que c'est une question de données? D'autres acteurs nous disent que quand on démarre une démarche de BIM, bien sûr il faut se plonger dans les données. Il se trouve que pour les acteurs, quels qu'ils soient, retrouver des données, les retrouver, est-ce qu'elles sont bien rangées, est-ce qu'elles sont propres, est-ce qu'elles sont utilisables? On n'a même pas commencé à se saisir d'un outil BIM qu'on est déjà dans une usine à gaz à se dire mince, oh là là, j'ai mes données, elles ne sont pas exploitables. Et je dis que c'est culturel parce que le retour d'expérience qu'on a, c'est que dans des pays qui sont un peu plus rigoureux moins latin, tu veux dire? Et en fait, le sujet de la donnée à disposition pour entrer dans le BIM, c'est pas un sujet parce qu'ils savent exactement où est-ce qu'elle est, ils savent la mettre à disposition. Le sujet peut-être des méthodes de travail ou du travailler ensemble. Merci Stéphanie, on va poursuivre sur cette voie avec nos constructeurs au sens large. Et pour vous, dans ce panorama, vous n'êtes pas... on pourrait penser que vous êtes tous, ou que nous sommes tous des BIMeurs anonymes et repentis. Ce n'est pas le cas. On est des BIMeurs enthousiastes et on pratique et on y croit en faisant en sorte que davantage de monde en prennent le bon côté et y viennent, qu'on évacue autant que possible le mauvais côté de la force quand il se présente, le côté obscur. Comment voyez-vous les choses? Comment voyez-vous cette vision globale, qualitative, quantitative? On va faire le tour de parole dans le sens des acteurs sur le terrain. Maud, en tant qu'aménageur, qu'est-ce que le BIM apporte aujourd'hui, peut apporter? Est-ce que ça marche? Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche ou que ça marche davantage?
Bonjour à tous. C'est sympa. Tu es la première à répondre. C'est sympa de commencer comme ça. J'ai quelque chose à dire et je rebondis aussi sur ce que tu viens de dire. Je trouve que c'est intéressant. La vision du BIM. Alors, la vision du BIM. Je crois que en fait, le métier de l'aménageur, puisque c'est de ça, enfin, aujourd'hui, je suis en tant qu'aménageur, le sujet, c'est comment comment est porté le BIM dans des opérations d'aménagement. Il faut savoir que l'aménageur est ensemblier. On a évoqué tout à l'heure la question de la chaîne de valeur. On est en plein dedans. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur? On a une multitude d'acteurs qui se succèdent et qui participent à la construction de notre ville, de notre cadre bâti, de notre cadre urbain. Et ça, il faut comprendre que, en fait, il y a déjà une multitude d'acteurs. Et donc, par rapport à la vision du BIM, je voulais en venir. Pour moi, il y a deux grands axes qui sont pour nous importants et que je vais essayer de faire comprendre. C'est d'une part se concentrer sur ce qu'on sait faire nous, c'est-à-dire comment on construit mieux demain, comment on améliore nos pratiques en interne avec le numérique. Et autre sujet, c'est comment on accompagne demain les collectivités dans la gestion des villes. Pourquoi ces deux axes-là, et ça rejoint aussi sur les évolutions de nos métiers, c'est que l'aménageur en tant que tel, lui, il construit et ensuite il redonne les clés des espaces publics et des bâtiments et on n'est pas du tout associé à ces phases d'exploitation. On a bien compris que les enjeux environnementaux et l'approche en BIM nécessitent de penser bien en amont ces questions-là et que cette chaîne de valeur, l'outil numérique, accompagne cette chaîne de valeur dans le maintien et la traçabilité et le maintien de la donnée. Et je voulais rebondir, pardon, je glisse, sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure, enfin, ce qui a été évoqué tout à l'heure sur est-ce qu'on est compétent ou pas par rapport à d'autres pays. Je pense que j'ai eu l'occasion de travailler en Allemagne. Je pense qu'on a, nous, une super capacité à séquencer les choses. Et donc, on se retrouve finalement avec énormément d'acteurs. Et le volet collaboration qu'on a finalement dans le BIM, j'ai envie de me dire qu'il est, en tout cas nous, pour l'aménageur, complètement intrinsèque. C'est-à-dire que de toute façon, tout seul, on ne fait pas la ville. Et donc, de toute façon, ce volet collaboratif dans le BIM, il est utile et nécessaire. Je vais laisser passer la parole. Et puis, donc, sur la partie gestion ultérieure, vous avez compris que de toute façon, nous, on ne gère pas et que dans le cycle de la donnée, on a en jeu à pouvoir la capitaliser pour qu'elle soit exploitée derrière. Je voulais juste se dire parce que par rapport à... Enfin, voilà, écoutez, je finirai là-dessus en tout cas et on verra après. N'oublie pas de nous dire ce que tu souhaitais nous dire. Et effectivement, on voit quand on travaille sur des projets à l'échelle de l'aménagement, ce qu'on appelle le CIM ou sous d'autres sigles, il y a beaucoup plus d'intervenants et d'interrelations que sur un simple projet de bâtiment. C'est démultiplié, d'où les besoins de collaborer. De l'aménageur, on passe à Christophe, le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage. Donc je suis maître d'ouvrage, effectivement. Donc, comme chacun le sait dans la salle, le maître d'ouvrage ne fait pas grand-chose dans la vie. Il passe des commandes et puis il attend que les fournisseurs à qui il a passé les commandes veuillent bien répondre à ses besoins et en particulier à ses besoins de production de maquettes. Donc on attend effectivement de nos partenaires, maîtres d'œuvre, parfois constructeurs, qui nous produisent des maquettes. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler la définition du BIM au titre de la norme ISO 19650. Je la connais par cœur parce que les équipes d'Alexandre m'ont audité au titre de la norme. Là, donc maintenant on est très calé sur la norme. Merci Alexandre. Bon. J'ai une autre définition du BIM qui est aussi partagée par tous. C'est le BIM dans sa promesse initiale. Si on remonte effectivement à 2014, l'idée était de permettre, de faciliter la collaboration entre toutes les parties prenantes d'un projet pour avoir une vision partagée, collective du bâtiment à construire, à rénover ou à entretenir. Bon. Alors chacun de ces termes-là pourrait donner lieu à un débat sans fin, et on n'a pas le temps ici. Sur cette question de la vision partagée d'ensemble du projet, moi, j'ai une analyse finalement assez nuancée de ce qu'on arrive à faire aujourd'hui en tant que maître d'ouvrage d'une maquette qui nous est proposée par les partenaires avec lesquels on travaille. Avoir une vision
globale du projet, oui, on y arrive. On travaille sur le cheminement piéton pour accéder à une résidence et on partage cette vision-là avec la collectivité, avec l'aménageur, avec éventuellement les futurs locataires. Et donc ça aide collectivement à comprendre le projet. On réfléchit sur la base de cette maquette à comment ce projet vient s'insérer dans son environnement urbain, paysager, rural, là aussi en travaillant beaucoup avec les aménageurs. Donc oui, ça amène... Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Il n'y a pas de surprise, mais pas de mauvaise. C'est un peu ça on évite peut-être les mauvaises surprises. Et effectivement, quand on utilise ces maquettes pour simuler le cheminement piéton d'un locataire qui rentre chez lui, quand on fait cet exercice-là collectivement en mettant tous les gens concernés autour de la table, on voit des choses à éviter et donc des choses à corriger pour le futur projet. Ça, c'est la vision globale. La vision fine, parce que finalement, on a à notre disposition, nous, maîtres d'ouvrage, une maquette plus ou moins bien modélisée, plus ou moins bien riche, on y reviendra certainement. On a des outils pour manipuler cette maquette et on a donc aujourd'hui cette capacité qu'on avait moins autrefois d'aller voir là où on a envie d'aller voir. C'est-à-dire, si je veux aller zoomer sur des points de détail, j'ai la capacité de le faire. Ce que je ne faisais pas avant, parce que finalement, avant, j'analysais la vision que me donnait à voir l'architecte qui a fait des plans en 2D. Là, j'ai la possibilité d'aller voir très fin, j'ai la possibilité d'aller faire des coupes, des sections là où je veux aller voir, et on a ainsi une capacité augmentée d'analyse du projet. Alors la question qui arrive tout de suite après, c'est ce temps supplémentaire que je passe finalement à analyser le projet, est-ce qu'il est bien utilisé ? Avant, je faisais très bien mon job de maître d'ouvrage et ce qu'on a construit tient encore la route aujourd'hui. J'y passais un certain nombre d'heures sur des plans 2D. Aujourd'hui, j'y passe un peu plus de temps. Mais est-ce que ce temps supplémentaire est à la hauteur de la valeur ajoutée que ça amène ? C'est un investissement C'est une question qu'on est encore en train de travailler aujourd'hui. La partie qui reste à mon sens à explorer, autant on arrive à bien exploiter la 3D, hein, c'était quand même aussi, on parlait beaucoup de ça dans les années 2014. Là où on a encore des progrès à faire, c'est certainement dans l'exploitation de la donnée. Tu en parlais. La maquette, c'est aussi une promesse de données, mais force est de constater, en tout cas c'est ce que je vois chez nous, qu'on a un peu de mal à embarquer les équipes de maîtrise d'ouvrage 3F sur cette question de la donnée. C'est pas naturel finalement. Alors, on leur sort des maquettes, des tableaux de surface, des tableaux de porte, des tableaux de fenêtres. On essaie de leur donner à voir ce qu'on extrait de la maquette, mais on a peu de retours. Alors, on a quelques retours, mais c'est guère partagée. Donc, il y a certainement encore un travail à faire sur la bonne utilisation de cette donnée dont on nous parle. De déterminer la donnée qui est nécessaire et suffisante, ni trop ni trop peu, pour trouver la bonne dose vraiment utile et qui soit faisable, qu'on sache la mettre. Merci Christophe. Alessio, ton regard d'architecte, et d'architecte un peu paradoxal, qui a suivi le MSBIM, qui est intéressé par cette approche, et puis qui finalement dirige le pôle travaux de l'agence. Donc, qu'est-ce que ça t'a amené, le BIM ? Alors déjà, bonsoir. On parlera tout à l'heure avec Alexis, le BIM manager de l'agence. Mais... Je suis ravi d'être là et merci à Olivier et Mathieu pour l'invitation. Quoi dire ? C'est complexe parce que tout le monde a donné son avis. Effectivement, en tant qu'architecte, la maquette, nous en sommes responsables. Donc, on ne peut pas dire qu'on est... les maîtres d'ouvrage ont dit, le maître d'ouvrage vient de dire on est non sachant, alors que nous, on doit savoir, on doit produire cette maquette, on doit la maîtriser complètement. Donc, si j'essaie de me réattacher un peu à tout ce qui a été dit jusqu'à présent, effectivement, le BIM, ça fait... au moins, je parle pour notre activité d'architecte urbaniste, donc je recentre un peu notre activité. Nous sommes un cabinet de 70 personnes, dont l'activité est diversifiée, architecture, paysage, urbanisme. Et effectivement, le BIM, c'est notre méthode de travail et c'est notre outil. Donc, pendant ces 10 ans-là... Et de façon très volontaire. Oui, depuis qu'on travaille de cette manière, tout est venu de manière naturelle, on a dû beaucoup investir, mais effectivement, l'agence s'est transformée. Donc aujourd'hui, quand on reçoit des jeunes archis, des jeunes collaborateurs, on doit effectivement faire face, présenter immédiatement nos méthodes et expliquer que c'est notre outil de travail.
Au niveau personnel, j'étais masterien du Master BIM, donc en 2015-2016, et je tiens à vous remercier parce que ma vision du travail d'architecte, que j'avais déjà commencé, parce qu'à l'époque j'avais déjà une dizaine d'années d'expérience, a changé grâce à ce master, et ce n'était pas forcément une chose que j'avais cherché. Je cherchais des compétences qui étaient à développer des compétences, notamment en travaux, parce que déjà à l'époque j'étais directeur de travaux pour l'agence, je m'occupais de plusieurs chantiers, et je voulais cibler le développement du BIM dans la partie exé. Le visa exé, comment on va viser ces 3D, ça va être fantastique. Au lieu d'écrire sur Word, je vais écrire sur des maquettes. Le fichier BCF, le fichier IFC, on m'a tout raconté. Et alors, dans la vraie vie? Et en fait, le master, ce monde que j'ai découvert, m'a fait grandir d'une autre manière, mais pas du tout de la manière dont je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à sortir de là, à faire une thèse exceptionnelle sur le visa 3D et qu'on me dise bah, Alessio, c'est génial ce que tu as fait. Et en fait, mon travail s'est transformé. J'ai dit peut-être des choses intéressantes sur le visa 3D en DOT, mais mon travail s'est transformé surtout dans l'approche aux autres intervenants du projet. Donc je vous remercie à nouveau. Et j'arrive à obtenir et à atteindre les objectifs qu'avant, grâce aux autres, avec les autres intervenants, je n'arrivais pas à atteindre, ou il me fallait beaucoup plus de temps. Donc effectivement, la méthode, oui, nous a fait gagner du temps. Maintenant, l'outil, c'est un autre vaste débat, parce qu'à l'époque, quand nous, les architectes, on s'est mis... Déjà, il faut dire qu'on a été... notre tâche à rentrer dans le monde de ces logiciels et le monde du BIM en tant que modélisation a été peut-être plus simple que pour les autres, parce qu'on a été toujours proche des logiciels de modélisation de 3D. Donc, c'est venu de manière naturelle. Effectivement, instaurer l'outil dans une agence d'architecture qui est déjà structurée, mais ça c'est dur. On a dû passer à travers parce qu'Olivier, tu parlais des fameux 10 ans qu'on vient de traverser, on a passé des moments où l'outil n'était pas encore complètement mis en place, on n'était pas fort en fait sur l'outil. Il y a eu un moment où on était peut-être médiocre, après il y a un moment où on s'est considéré discret, je pensais qu'on était plutôt bien. Et dernièrement, avec mes collègues qui gèrent aussi nos projets institutionnels, notamment dans une partie de l'agence qui est en Belgique, moi j'ai considéré qu'on était discret, presque bon, et en fait non, les autres étaient meilleurs que nous. Donc si je me rattache au discours de tout à l'heure sur les autres pays, il y a les pays du Nord notamment où la démarche a été développée de manière systématique et beaucoup plus approfondie que nous. Okay? Donc, je remercie aussi ces personnes-là parce que grâce à ces personnes, on a pu aussi grandir. Donc aujourd'hui, on a un autre niveau, on a passé le cap parce qu'on a côtoyé des personnes d'autres pays qui connaissaient les outils et les méthodes mieux que nous. C'est clair et net, il faut le dire. Pour me rattacher à autre chose concernant l'humain, et donc le BIM, pour moi, c'est même 100% humain. Parce que derrière ces outils, derrière les échanges, il y a les femmes et les hommes. Donc, je ne dirais même pas 20% ou 80%, je dirais 100% humain. Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce que tu dis, c'est que ça confirme ce que nous disions aux candidats lorsqu'on nous faisons des entretiens de candidature, comme on est fait actuellement pour la prochaine promo avec Céline, Rafik, Alexandre, Rémi. On auditionne ces nouveaux venus qui aspirent à venir suivre le MSBIM. Ceux qui sont dans la salle pourront dire si ça a été leur cas également, en leur disant vous allez à la fois bénéficier d'enseignements faits par des professionnels aguerris, des intervenants qui sont sur le terrain, et puis la moitié de l'apport sera, ce que tu dis Alessio, d'être avec une cinquantaine, soixantaine selon les années, d'autres professionnels de tous les métiers, de rencontrer, vous êtes architecte dans une petite agence française, vous allez rencontrer un représentant d'une grosse agence d'un pays étranger ou l'inverse, vous allez rencontrer des contrôleurs techniques, des maîtres d'ouvrage, se connaître, se parler, et quand on se connaît, on sait mieux travailler ensemble. Ouais. Tout à l'heure, en faisant le débrief avec Alexis, notre BIM manager, parce qu'on tenait à dire certaines choses sur ce domaine, on a utilisé un terme que j'ai beaucoup apprécié, décloisonner les métiers. Avant, j'y avais pas pensé, mais la maquette et ses outils et ses méthodes nous ont permis d'une manière de décloisonner les métiers. Ça veut dire que les autres s'intéressent d'une autre manière aux métiers de l'archi, de l'ingénierie, du maître d'ouvrage. Alors justement, sur ces métiers, avant de passer la parole à Jérôme, dans ton agence, comme
unes en France. Vous êtes à la fois architecte et urbaniste. Selon que tu as un client qui est quelqu'un comme Maud, aménageur, pour lequel vous faites de la maîtrise d'œuvre urbaine, ou un client comme Christophe pour lequel vous faites des bâtiments, est-ce que l'approche est différente? Est-ce que le BIM bâtiment est plus en avance que ne l'est le BIM urbain, pour autant que ça existe? Oui, la réponse est oui, le BIM bâtiment est plus avancé, mais on a quand même des projets pilotes en urbain, dont on est fier d'ailleurs, mais ces 10 ans qui sont passés, on les assure, on a accéléré beaucoup plus dans la partie bâtiment architecture, moi dans notre cabinet, qu'en urbain. Alors on est urbaniste, donc effectivement on est passé à une autre vitesse, clairement dans le bâtiment. En urbain, ça reste quand même le début de notre métier, de notre réflexion, mais au niveau pratique, dans le travail du quotidien, de la semaine, on utilise encore les logiciels qu'on utilisait avant. On essaie de tester et d'appliquer, notamment pour la partie paysage. On arrive sous les mêmes outils, pour toute la partie qui est à côté, notamment des bâtiments ou les cœurs d'îlots. Mais oui, la vitesse est une autre. Le bâtiment, c'est acquis et l'urbain est en train de se mettre en place. Les données insérées dans les objets, je pense que c'est complètement à un autre niveau. La démarche est plus complexe en urbain. Comme tu le disais, il y a beaucoup plus d'acteurs. Et même le choix du logiciel, par exemple, c'est pas évident. Alors que... Je crois que je me suis fait un malin plaisir de ne pas parler de SIM, et en fait, parce qu'on parle de BIM. Et évidemment, en fait, si on rentre dans le moteur, comme dit tout le temps Olivier, pour lever le capot, le BIM, il est structuré pour le bâtiment. On a fait le parallèle avec la ville, mais en réalité, historiquement, il est fait pour le bâtiment. L'une des questions d'ailleurs, ça pourrait être, est-ce qu'il faut savoir soulever le capot et savoir comment ça marche à l'intérieur du moteur pour faire du BIM ou du SIM, ou est-ce qu'on aimerait bien ne pas avoir à mettre les mains dedans et connaître les détails de la mécanique? Mathieu? Oui, non, c'était juste pour terminer le premier tour de table, je me tourne vers Jérôme, maintenant le constructeur final. Justement, donc pour avoir déjà son avis sur ces premiers échanges et tout simplement la place du numérique dans la construction, en fait, qu'est-ce que ça a changé pour toi et pour Bouygues en général? La place du numérique dans la construction, pour moi, l'aventure, elle a démarré en 2010. Alors même si donc à la préhistoire, comme certains d'entre nous. Hein. Et en fait, c'était pas vraiment du BIM qu'on faisait, c'était de la maquette numérique. Je vais dissocier l'aspect BIM, qui est le processus collaboratif, et la maquette numérique, finalement, qui est l'outil qui nous permet de collaborer autour d'un modèle central. On faisait de la maquette numérique. On était une équipe de modeleurs à travailler sur un grand projet, parce que c'était un investissement qui était lié à un chantier, un centre hospitalier. Moi, voilà, c'est le premier projet sur lequel j'ai commencé à travailler en maquette numérique. Et c'était très lié à des usages production, exécution. En fait, on a souhaité, identifier et expérimenter des usages à valeur ajoutée, comme les méthodes chantier, la synthèse technique, les métrés, la production de plans d'exécution et de plans de détail. Donc en fait, à cette époque-là, j'ai l'impression d'être vieux en parlant de ça, alors que c'est pas si vieux en réalité. En 2010, on n'avait pas d'architecte qui modélisait, on n'avait pas de bureau d'études, pas d'entreprise sous-traitante qui contribuait à ce processus BIM. Donc on prenait les plans 2D, les plans AutoCAD, on modélisait en 3D et on expérimentait nos usages de cette manière-là. Alors c'était très lié au grand projet. Et d'ailleurs, les majors, moi je fais partie de Bouygues Construction, mais il y a aussi Vinci et Fage ont été leaders pour promouvoir, on va dire, le BIM et les usages BIM dans le monde de la construction. Et depuis, en 10 ans, moi je constate une sacrée évolution, parce que là, architecte, aménageur, dans le tour de table, maîtrise d'ouvrage également, tous les métiers sont représentés, et c'est une très bonne chose parce que tout le monde y a trouvé sa place. Ce que je constate aussi en 10 ans, c'est qu'il y a une sacrée évolution sur les outils qu'on utilise. Quand j'ai utilisé pour la première fois un nuage de points pour constituer par exemple une maquette numérique de l'existant, c'était impensable
d'imaginer qu'un jour on aurait pu lire un nuage de points sur un viewer web, sur Google Chrome. Aujourd'hui, c'est possible et il y a plein d'éditeurs qui le proposent. C'était aussi impensable, il y a une dizaine d'années, d'imaginer qu'une maquette numérique, plusieurs gigaoctets, pouvait tourner sur une tablette ou un smartphone. Aujourd'hui, c'est possible. Donc voilà, il y a eu toutes ces évolutions qui ont été réalisées en 10 ans. Une évolution aussi sur les pratiques, les besoins. Dans le monde de la construction, comme on le disait juste auparavant, on est extrêmement siloté dans nos métiers, dans nos activités. Et là, le fait d'avoir cette opportunité, le BIM, modèle central, et pouvoir y injecter des données et faire en sorte que ça puisse servir pour le voisin, les gens l'ont compris et c'est quelque chose qui marche, c'est une force. Voilà, le BIM sur toute la chaîne de la valeur, pas seulement sur la construction. Pour réaliser un BIM exé qualitatif, on a besoin d'avoir du BIM de conception qui soit déjà initié avec les architectes, les bureaux d'études, pour ensuite continuer à agrémenter les maquettes avec les données d'exécution et la fournir finalement au mainteneur, à l'exploitant, avec l'ensemble des données pour avoir une maquette enrichie. Oui, donc justement, je rebondis sur cette remarque. Donc 10 ans après, donc tu parles de BIM exé pour aller jusqu'au chantier. Est-ce que ce serait déjà, dans ta vision, une sorte de prémisse au jumeau numérique ou qu'est-ce qui manque pour justement arriver au jumeau numérique selon toi alors ? Alors, le jumeau numérique, voilà, certaines personnes ont tendance à penser que c'est la continuité du BIM. Moi, je dirais que le jumeau numérique va nous apporter d'autres cas d'usage. Là, j'ai cité quelques cas d'usage liés au BIM, hein, comme la synthèse technique, la production de plans de détail, l'extraction de quantitatifs de métrés, par exemple. Le jumeau numérique va nous apporter d'autres cas d'usage. En fait, c'est un convergeur entre 3 domaines. L'IT pour les technologies de l'information, le IT pour les technologies de l'ingénierie, voilà, comme typiquement le BIM, le SIG. Et également, le troisième socle, c'est le OT, Operational Technology, tout ce qui est capteur, IoT. Et finalement, le jumeau numérique va se trouver au centre de tout ça et va nous apporter de nouveaux cas d'usage. Oui, je me permets, tu avais parlé d'un terme que j'aime bien, qui était un cockpit digital, tu m'avais dit. Oui. Cockpit, c'est ça ? Un cockpit digital. Ouais. Un cockpit digital, ouais. Alors, le BIM, voilà, processus de collaboration, maquette numérique, jumeau numérique, nous, dans le secteur de la construction, on le voit comme un cockpit digital qui va être une aide à la décision, finalement, en fonction des activités qui vont se passer, typiquement, voilà, sur un chantier. Je vais citer un exemple qui a été mis en place sur un méga projet qu'on réalise actuellement à Hong Kong. Voilà, c'est un projet de gare et de tunnel qui permet de rallier 2 îles à Hong Kong. Et c'est un chantier qui est actuellement en cours de réalisation par nos équipes. Et le client nous a commandé un jumeau numérique. Et on a finalement écrit le cahier des charges avec le client pour déterminer les cas d'usage qui seraient intéressants de mettre en place dans ce jumeau numérique. Il y a 3 aspects principaux qui ont été traités. Le premier, c'est des aspects liés à la production. Le deuxième, les aspects liés à la sécurité. Et le troisième, des aspects liés à l'environnement. Sur les aspects liés à la sécurité, par exemple, sur le chantier, il y a des caméras avec un système d'intelligence artificielle qui permet d'identifier, lorsqu'il y a un levage qui est fait avec une grue, si des compagnons sont présents en dessous de la zone de levage. Il y a des alertes qui sont montées dans le jumeau numérique. Donc on peut voir voilà, instantanément dans ce cockpit de chantier s'il y a des alertes, des écarts sécurité qui sont constatés sur le chantier. On a aussi nos compagnons qui sont équipés de balises GPS et ils sont géolocalisés sur le chantier parce que c'est un chantier qui fait plusieurs kilomètres de longueur. Et là, l'usage, c'est finalement de s'assurer que personne n'est en train
d'avoir un accident, un malaise à une certaine zone du chantier et prévenir finalement les problématiques liées aux travailleurs isolés et s'assurer qu'il y ait des sauveteurs secouristes du travail qui soient à proximité voilà, des zones d'activité. Donc voilà, un deuxième cas d'usage lié à la sécurité. Et je vais en citer un autre lié plutôt à l'environnement, c'est la traçabilité des déchets. En fait, les terres qui sont extraites du site de production sont ensuite stockées à d'autres endroits à Hong Kong. Et là encore, il y a toute cette traçabilité qui est permise grâce aux jumeaux numériques puisque les camions sont équipés de trackers et on peut voir où sont déversées les terres et s'assurer que ce soit fait dans les règles de l'art et pouvoir ensuite fournir au client final voilà, les mouvements de terre qui ont été faits sur le chantier et assurer voilà, toute cette traçabilité de l'information. Oui, donc de ce que je comprends, c'est très complémentaire par rapport au BIM, mais ça c'est pas là pour supplanter le BIM en fait. Exactement. Je crois que Stéphanie, je te vois. Je voyais que Stéphanie avait envie de rebondir avant qu'on passe à la deuxième question. Par rapport à l'exemple que tu as donné, qui est très intéressant sur alors il n'est pas en France, mais sur le fait d'utiliser le BIM et les bénéfices du BIM en phase d'exécution de chantier. Parce que vraisemblablement, le retour qu'on a, c'est que on a vraiment monté une sacrée marche dans l'utilisation du BIM, notamment en amont du chantier pour toute la phase conception, et vous l'illustrez, en tout cas pour vous trois. Mais qu'on n'y est pas encore sur l'exploitation du BIM, vraiment en phase chantier, et particulièrement en France, on manque d'exemples de référence sur cette exploitation-là. Ce que tu cites sur utiliser le BIM au quotidien pour améliorer l'organisation de chantier, limiter les clashs, pour la qualité ou pour la sécurité, ce serait bien qu'on en ait d'autres, des exemples comme ça, et particulièrement en France ou en Europe en tout cas. On va y arriver très prochainement, sans doute. Alors donc, justement, je reviens sur le titre de la conférence de ce soir, qui n'apparaît plus, mais qui était donc le numérique au service de la qualité et la durabilité des ouvrages. Donc pour recentrer un petit peu. Et donc on va refaire un petit passage dans le tour de table pour avoir votre point de vue, justement par rapport à ces questions donc, de qualité et de durabilité. Selon vous, chacun, dans l'échelle de valeur donc, où vous placez dans la chaîne, quels sont les domaines où il n'y a plus de retour en arrière selon vous? Maintenant c'est acquis, on garde le BIM, et par la suite peut-être les jumeaux numériques, les milieux qui seront bons, encore un peu mitigés, ou ceux par contre, ou alors là non, un rejet total. Voilà. Est-ce qu'il y a-t-il des bouts comme ça, des parties? Oui, voilà. On n'a plus le titre de la conférence à l'écran, mais on a les qualités des intervenants. Exactement. Et puis typiquement, je disais, Maud, elle est responsable qualité, donc elle va pouvoir nous parler de ça, ou d'un directeur innovation. Qualité, durabilité, qu'en est-il? Alors, quoi dire? Je pense que... Déjà, je suis restée j'ai trouvé cet échange intéressant et je suis restée très en retrait sur la question aujourd'hui de ce qui nous anime, c'est qu'en réalité, et on l'a évoqué déjà à plusieurs reprises, on travaille pas mal, nous, sur des échelles qui sont quand même gigantesques. On est sur des échelles territoriales. Et pas Marne et pas France, ça couvre 44 communes, 3 départements, c'est 3 fois Paris. Enfin, c'est des territoires qui sont un peu vastes. J'ai entendu les progrès qu'on a fait sur le fait qu'on puisse voir une maquette sur une tablette, c'est vrai. Constituer une maquette numérique de notre territoire, bon, on n'en est pas là. Et pourtant, pourquoi pas, mais pas tout de suite. En tout cas, je sais pas. Et pourquoi je dis ça, c'est que, en fait, le sujet, c'est oui, le BIM, mais les exigences métiers, puisqu'on parle de qualité de construction, les exigences métiers qui sont les nôtres, c'est, mais comme tous, puisque c'est des aspects réglementaires, c'est d'apporter des réponses aux enjeux environnementaux. Et quand on pose cette question-là, on est d'accord qu'il faut regarder sur la partie la question du climat, la question de l'eau, la question de la nature en ville, la question de la santé publique, de la cohésion sociale.
on a des sujets, en fait, on traverse des sujets qui sont assez généraux et qui nécessitent des approches à partir de la donnée assez macro. Et c'était d'ailleurs des pistes que j'avais développées dans ma thèse, c'est de dire, à l'échelle d'un aménageur, si on commence à parler de BIM, en fait, on va vite verser vers des énormes bases de données intégrées. Alors, est-ce qu'on appelle ça jumeau numérique? Je crois pas. Est-ce qu'on appelle ça BIM? Pourquoi pas? En tout cas, on est vraiment sur de la gestion de données et c'est pour ça que je démarrais au début sur la question de l'amélioration de nos pratiques. C'est que ce que j'essaye d'esquisser là, c'est de vous dire en effet, le BIM, c'est aujourd'hui un outil extrêmement, des pratiques et un outil extrêmement important pour nous, sur lequel on s'appuie. Les maîtrises d'œuvre urbaines sont extrêmement importantes dans la réalisation de ces maquettes. Évidemment, je vous rejoins, on est beaucoup sur la phase étude encore à ce stade. On a mené quelques expérimentations en travaux, mais ça reste vraiment des expérimentations qui n'ont pas fait plus de preuves que ça. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est que à la question de savoir si le numérique est au service de la qualité et de la durabilité, c'est une question qui est extrêmement cruciale. C'est-à-dire, on l'a évoqué tout à l'heure, la donnée, l'utilisation de la donnée, et le mot que tu dis tout le temps, Olivier, qui est hyper important, c'est de se dire, la frugalité, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire quelles sont les données essentielles qu'on va utiliser et à quels besoins on va les utiliser. C'est évidemment la question essentielle de tout ça. Et je pense qu'on aura beau parler de technique, on aura beau parler de collaboration qui est nécessaire et utile, mais ce que je disais rapidement, peut-être je synthétise trop, mais je pense que la collaboration, en tout cas, dans les équipes projets en interne, elle existait déjà. On associe un certain nombre d'expertises autour de la table, le juriste, l'ingénieur, l'assemblier. Enfin, on a déjà on porte ça déjà intrinsèquement. Mais par contre, savoir précisément qu'est-ce qu'on fera de la donnée et pourquoi on la collecte et pourquoi on va l'aller chercher, c'est une question cruciale. Et donc cette question de se dire le numérique au service de quelque chose, c'est extrêmement important. Et pour répondre à la question de savoir si c'est la qualité et la durabilité de la construction, j'ai envie de dire oui, mais pas que, c'est ce que j'ai dit, parce qu'on a évidemment aussi, nous, à l'échelle du territoire, des questions qui sont un peu plus vastes que ça, et sur lesquelles il faut aussi qu'on puisse répondre et apporter et dans lequel le numérique peut nous être extrêmement utile. Oui, on parlait de qualité, de durabilité. Il n'y a sans doute pas que ça, comme tu le dis, Maud, mais il y a au moins ça. Il faut au moins que ça serve à ça et qu'on se pose la question. On le dit aussi souvent en master en disant la question principale, c'est pas comment on va en faire, c'est éventuellement avec qui et pour combien d'investissements ou d'économies, mais c'est pourquoi est-ce qu'on doit en faire. Et les questions peuvent être, les réponses peuvent être variées et nombreuses, mais il est nécessaire de savoir pourquoi on fait du BIM. Faire du BIM, encore on pourrait mettre des tas de guillemets. Pourquoi est-ce qu'on demande un jumeau numérique? Et si on ne sait pas le dire précisément, il ne faut pas en faire parce que ça va rater. Y compris pour la récupération de données. Ce n'est pas la peine de récupérer des données si on ne sait pas à l'avance en quoi elles vont servir. Donc maintenant, on peut se tourner vers Christophe pour avoir donc son point de vue sur la qualité et la durabilité. Et donc la question est vaste. Enfin, évidemment. Moi, je ne sais pas y répondre, en tout cas. Je ne sais pas y répondre et je pense que collectivement, on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il manque d'exemples et de retours d'expérience documentés. Pourtant, il y en a plein des exemples depuis 10 ans. C'est ça qui est paradoxal. Il y a vraiment quelque chose à réfléchir autour de la façon de capitaliser sur les bonnes pratiques, les bonnes expériences qu'il y a ici ou là. Nous, et je rebondirai aussi sur ce qu'a dit Stéphanie tout à l'heure, on fait principalement du BIM en conception. Enfin, on demande à nos maîtres d'œuvre de faire du BIM en conception et on utilise les maquettes BIM produites par les maîtres d'œuvre pour faire des revues de projet, du témoin virtuel. On s'aventure très peu en BIM exécution. Sur le chantier, on est encore très prudent. On y va parfois dans des contextes bien particuliers où on se dit, bah, tiens, là, faire un peu de BIM, avoir une maquette numérique peut être intéressant. Mais on a basé nos cas d'usage sur le BIM conception. Et je pense pour répondre aussi à ta question, Olivier, on ne reviendra pas en arrière sur l'utilisation de la maquette lors des revues de projet.
La maquette étant un objet transactionnel intéressant qui vient compléter l'analyse qu'on peut en faire par ailleurs du projet avec les supports habituels. Et puis sur le témoin virtuel, en phase de conception, on choisit avec le maître d'œuvre à qui on a confié le projet un logement, et on va lui demander sur ce logement, qu'il va extraire de la maquette, d'aller un petit peu plus loin en termes de modélisation. Il va représenter les équipements électriques, les radiateurs, les meubles éventuellement, et on va faire une revue de témoins virtuels, et ça c'est extrêmement intéressant. On voit en 3D, parce qu'on fait cet exercice collectivement, nous, avec le maître d'œuvre, avec les bureaux d'études, avec le futur exploitant, on a la chance en tant que bailleur social d'avoir les équipes qui vont gérer ultérieurement les équipes. Et là, on voit énormément de choses. Donc ça, on ne reviendra pas là-dessus. Et puis, je vais vous raconter une petite anecdote. On a changé de patron de la maîtrise d'ouvrage. Le précédent est parti à la retraite. Donc, j'ai rencontré le nouveau que je connais bien parce qu'il est chez 3F depuis presque autant de temps que moi. Et quand j'ai rencontré Bruno il y a 3 mois, au moment où il a pris ses fonctions, je lui présentais un petit peu ce qu'on faisait. Et naturellement, comme tout patron arrivant dans une nouvelle équipe, à quoi ça sert, quelle énergie on y met, combien de ressources, etc. etc. Bon. Donc ça secoue un petit peu parce qu'effectivement on était dans une situation très confortable, on faisait du BIM depuis 10 ans. Bon. Il y a un contrôle technique au milieu de la. Voilà, il y a quelqu'un qui vient nous dire oh là là, mais à quoi ça sert tout ce que vous faites, voilà. Et en disant ça, il a réorienté finalement ce qu'on va faire dans les prochaines années. Il a dit bon, voilà, ça fait 10 ans qu'on en fait, on a 180 opérations lancées en BIM depuis 2014, donc on commence à savoir un petit peu ce dont on parle. Et il me dit bah, maintenant qu'on sait ce que c'est, on va essayer de faire en sorte que. Alors il a dit cet outil, bon. Cette méthode, ce process nous servent à quelque chose, à nous maîtres d'ouvrage. Donc la question qui nous est posée là maintenant, c'est comment ce dispositif BIM peut venir adresser nos enjeux de maîtrise d'ouvrage, comment grâce au BIM on va maîtriser nos coûts de construction, comment grâce au BIM on va accélérer la décarbonation de nos opérations, comment on va limiter l'empreinte environnementale, etc., etc. Donc là, c'est extraordinaire finalement. Maintenant, on maîtrise la machinerie et là, on va mettre cette machinerie au service du projet et on est reparti pour 10 ans, en tout cas, je l'espère. On espère pour toi. Oui. Oh, Alessio, je t'en prie. Plein de choses à dire. Je ne sais pas comment commencer, mais je m'attache peut-être je me réattache à ce que Mathieu disait. Est-ce que le retour en arrière est envisageable? Je vous dirais aujourd'hui, non, impossible. 99% de l'activité de notre cabinet en architecture, donc on parlera peut-être tout à l'heure, on dira un mot sur l'urbanisme et sur le paysage, mais 99% de notre production est liée à cet outil, à cette méthode. Donc impossible de revenir en arrière. Alors qu'il y a quelques années, donc déjà à l'agence Sandmar, il y avait plusieurs associés, mais il y avait certains qui disaient mais est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on ne faisait pas mieux avant? Même donc le sujet de la qualité, aussi de la qualité interne, parce qu'un cabinet d'architecte est là pour faire des plans, des beaux plans, un beau projet, okay, dessiner la ville, mais on dessine la ville et des bâtiments avec des choses qui sont bien faites et maîtrisées. Donc quand on est au début de cette histoire, de cette expérience, on s'est lancé dans ce domaine, dans cet outil, ben, on a vu que la qualité, elle prenait un coût déjà financier et un coût parce que les plans n'étaient pas si précis. Les plans étaient moins beaux qu'avant. Oui, effectivement. Les plans étaient moins beaux qu'avant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, Olivier? Ben, on a investi, tout simplement. On a investi, on a décidé de mettre les moyens. Donc, petit retour d'expérience de notre cabinet. À l'époque, quand on a investi dans le master, parce qu'au début, on était même partenaire, et on a investi donc dans cette méthode, le BIM manager de l'époque, ben, il y avait une personne. Cette personne était le support de compétences des architectes et des autres collaborateurs de l'agence. Ben, maintenant, Alexis dirige une équipe. Ben, cette équipe, faite de plusieurs personnes, architectes, qui ont quand même épousé cette manière de travailler, qui veulent la pousser, ben, est une équipe qui est là pour le support, pour la formation interne. Donc, on explique à ceux qui ne connaissent pas bien l'outil comment faire, pour la production. Parce que parfois, tu sais, Olivier, on avait toujours dit il y avait 3 personnes sur AutoCAD, maintenant on va mettre une seule personne sur Revit. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Donc de temps en temps, cette personne doit être aidée. Donc l'équipe de BIM est là aussi pour produire,
Donc sur ça aussi, on ne sait pas revenir en arrière, pour répondre à ta question, Mathieu. Et après, c'est des gens qui... Donc l'équipe aussi, elle est là pour faire du management et de la gestion, parce que dans les projets institutionnels qu'on a, peut-être tout à l'heure je peux vous en lister quelques-uns, ben, il y a des BIM Execution Plan, donc des protocoles. Ben, les protocoles, pour les faire devenir contractuels, ben, il faut se les coltiner. Et ben, c'est pas simple. Donc le travail d'une personne aujourd'hui est devenu le travail de plusieurs personnes. Et cette équipe, elle travaille en direct avec tous les architectes de l'agence. Pour dire un mot sur ce qu'il disait Jérôme, sur les chantiers, donc le BIM en exécution, on a un spectre de chantiers qui est assez vaste. Et effectivement, il y a des opérations où on va contractualiser la maquette aussi dans la partie exé. Donc c'est un cours, ça nous arrive. On a 2 opérations aussi avec le Grand Paris. Les maquettes existent, font partie de la méthode de travail aussi du Grand Paris pour construire les gares, mais c'est légèrement différent. Là, la maquette n'est pas contractuelle, mais elle sert aussi à éditer les plans. Donc je confirme ce que Jérôme vient de dire. Et là où on ne pourrait pas absolument revenir en arrière, c'est dans la gestion des interfaces, avec les BET, avec les entreprises, tout ce qui est fluide, structure. On a acquis un savoir-faire en échangeant avec les autres partenaires, en échangeant avec les maquettes. On ne saurait plus faire autrement. L'édition des nomenclatures, ben, avant on faisait à l'ancienne, Excel, Word, on allait extraire des données d'AutoCAD. Aujourd'hui, tout est centralisé dans la maquette parce qu'on l'a construite comme il faut. Et donc, ces données nous servent à la fois à alimenter les autres partenaires, mais aussi comme retour d'expérience, on arrive à retravailler les données à la fin des projets, à tirer des conclusions et à conseiller le maître d'ouvrage par rapport aux données qu'on a extraites, notamment en logement, en résidentiel. Donc, c'est une chose dont on ne veut pas se priver. Au contraire, on a envie encore d'investir, on va pousser la recherche dans cette direction. Là où on pourrait affiner, et je termine parce que je sais que parfois je suis trop bavard, là où on doit affiner pour revenir à la qualité de nos plans, on a une échelle qui arrive jusqu'au 50e qui est bien grâce à la maquette, donc l'outil est bien rodé. Quand on passe à la petite échelle, donc on veut maîtriser les détails et faire des beaux plans, comme tu disais Olivier, au 20e, au 10e, au 5e, on intervient encore avec de la 2D, toujours sur l'outil, ben, ça mérite une réflexion qui est autre, même qui va sous le graphisme, et ça mérite aussi des personnes qui sont dédiées à ce travail. Donc on doit encore s'améliorer. On a fait des progrès, mais on doit s'améliorer pour arriver à l'objet qu'on souhaite, le produit qu'on souhaite. Et là où on doit vraiment faire encore de la route, c'est, comme je vous le disais, la partie urbain paysage, c'est notre prochain défi. On verra si on se revoit dans 10 ans ou avant pour parler de l'efficience en urbain. Et puis pour boucler le tour de table, le point de vue du constructeur, puisqu'on te donne cette casquette, Jérôme, qualité, durabilité, tu as un petit peu dit sur l'exécution, le fonctionnement du chantier. Oui, sur l'aspect retour en arrière, j'ai tendance à dire que la Tour Eiffel a été construite sans maquette numérique, sans BIM, donc à partir de là c'est possible, un retour en arrière est envisageable. Par contre, voilà, en 2024, ce que je constate, c'est que sur certains projets où on n'a pas d'obligation de faire du BIM parce que notre client nous a pas, entre guillemets, acheté de DOE BIM, il n'y a pas de cadre contractuel, et ben parfois c'est nos équipes travaux qui râlent en disant attends, moi je démarre un projet, j'ai pas de maquette numérique, comment ça se fait? Je pensais que c'était généralisé partout. Et c'est les équipes travaux qui le demandent, parce que derrière, ils vont devoir faire leur synthèse technique à l'ancienne, ils vont devoir faire leur... C'est frustrant pour eux, ouais. Leur nomenclature de porte, ils vont devoir le faire, comme tu disais, à l'ancienne sur Excel, l'édition des plans de repérage, etc. etc. Donc... un retour en arrière est toujours possible. Par contre, il y a quand même certaines pratiques, certains usages qui sont rentrés dans les mœurs. Et avec la nouvelle génération d'ingénieurs travaux qui arrivent et qui ont
contribuer à un projet sur lequel il y avait une maquette numérique, et ben pour eux c'est beaucoup plus difficile de faire le deuxième projet sans maquette numérique, et ils le réclament. Et ça c'est vrai, vous êtes comme les autres majors qu'on citait ici, Eiffage ou Vinci et quelques autres, vous êtes quand même une entreprise exceptionnelle. Est-ce que c'est vrai des petites entreprises de construction qui sont vos sous-traitants? Est-ce qu'ils ont ces attentes, cette capacité eux-mêmes à utiliser des maquettes si elles existent, ou pas encore, ou à peu près? Qu'en est-il? Je dirais qu'il y a les deux expériences. Sur les expériences plutôt positives, on travaille avec des entreprises sous-traitantes qui sont de petite taille et qui n'ont pas commencé à faire de la maquette numérique comme nous il y a une dizaine d'années. Et lorsqu'on les inclut dans le process, on leur montre les bénéfices que ça peut avoir sur la gestion des interfaces, sur le contrôle qualité derrière lié à des applications de suivi de chantier quand on va visualiser la maquette et avoir des formulaires par exemple de contrôle qui se rattachent automatiquement aux objets 3D sur une application. Ils trouvent ça magique, ils ont envie de s'y mettre. Alors justement, l'aspect formation, il est super important, et la formation BIM, la formation jumeaux numérique contribue grandement dans la montée en compétences. Et nous également, en tant que majors de la construction, les Bouygues, les Vinci, les Eiffage, on se doit de faire grandir la profession. Voilà, moi c'est quelque chose qui est... je trouve ça normal en fait, en tant que major, de contribuer à faire grandir la profession. À faire monter en compétence vos sous-traitants, les Exactement, entreprises plus petites. Oui. Mais je vois que Stéphanie a envie de réagir. Mais justement, comme on avait prévu une réaction, tu vois, non pas à la fin de l'explique, mais au début de la conclusion vers laquelle on s'achemine, si on regarde l'heure, justement, quel est ton regard un petit peu décalé sur ces propos qui ont été échangés jusqu'à présent? Deux réactions sur le sujet de la sous-traitance et donc potentiellement des toutes petites structures et artisans. Je serais un peu plus critique que toi, même si, je pense qu'ils ont eu eux aussi des paillettes dans les yeux, ils se sont mobilisés. C'est eux les plus déçus de ne pas savoir se saisir de ça ou de pas s'en être saisis. Ce qu'ils nous disent, c'est que sur de la digitalisation basique, déjà d'utiliser des outils digitaux pour améliorer les process du quotidien, ils y sont pas tous. Donc pour eux, le BIM, la marche est très très haute. Donc je pense que c'est un sujet, si on veut que le BIM se déploie, il faut pas oublier les petites structures qui sont aux sous-traitants. Mais ça demande un investissement initial forcément. Aujourd'hui, que tout le monde peut pas faire. C'est un énorme coût pour eux, c'est un coût en temps, c'est un coût en faut investir en compétences aussi, alors qu'ils sont dans des enjeux de recrutement sur des fonctions basiques qui sont très compliquées. Donc Après sur le fait de revenir en arrière. Évidemment non. On est quand même le secteur d'activité qui est pas le plus exemplaire en termes de qualité, le plus exemplaire en termes de productivité. J'étais encore avec un de mes clients sur un gros chantier. C'est un grand groupe qui dit formidable ce chantier, une magnifique réalisation. On n'a pas eu à refaire. Donc encore, c'est exceptionnel, c'est ça. Bien sûr, encore aujourd'hui, les critères, c'est faire, défaire, refaire. Donc le sujet de la qualité, il reste clé. Le sujet de la productivité, donc du coût. Le sujet de la sécurité, le secteur d'activité qui reste quand même le plus accidentogène. Et donc, si le BIM tient ses promesses, on doit pouvoir améliorer tout ça, améliorer la performance grâce au BIM. Donc, non, il ne faut pas revenir en arrière, peut-être en faire même un sujet d'intérêt général. Et peut-être pour terminer, moi je crois pour le coup beaucoup à l'addition du sujet IA et BIM, en considérant que peut-être que l'intelligence artificielle peut faciliter toute cette partie ingrate qui est le sujet de la donnée, le sujet de récupérer, de lire un peu plus vite les données, de les nettoyer. Je ne sais pas exactement, mais peut-être que c'est une manière de rebondir et de donner un deuxième souffle au sujet du BIM si on arrive à bien l'utiliser. Merci Stéphanie. Avant qu'on ne donne la parole, le micro à la salle, si vous avez des questions, des réflexions, des anecdotes, on va demander à chacun d'entre vous, et tu auras le droit de jouer à nouveau Stéphanie aussi dans ce tour de table-là, en 1 minute 30 pour qu'on respecte le timing.
de répondre à l'autre question qui guidait cette réunion. Pour vous, est-ce que c'est question de BIM, de jumeaux numériques, évolution ou révolution? Et peut-être un point de vue complémentaire, est-ce que c'est une évolution en douceur, mais il faut peut-être dire que c'est une révolution pour intéresser certains, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est une révolution, mais il ne faut pas le dire pour ne pas faire peur, il faut simplement laisser entendre que c'est une évolution et on se rendra compte que ça a beaucoup changé. Quels sont vos points de vue? Et puis s'il y a, dans ce maigre temps qu'on vous accorde, 1 ou 2 conseils à donner, aussi sur les compétences, puisqu'on n'oublie pas qu'on est là pour parler de formation, sur les compétences nécessaires à acquérir et à développer. Exactement. Je passe mon tour sur la question. Non mais révolution en 10 ans, tu peux pas dire on est dans une révolution. Bah, ça fait 10 ans. Ça marche pas. Par contre, ouais, le sujet de la formation, on le sait, il est crucial. Et encore 10 ans après, il est crucial. Et on a entendu les investissements toujours que nécessite la mise en œuvre du BIM, ça on le sait. Et sans spolier les débats qu'on a nous là, parce que au titre de ma casquette là, de représentant des partenaires entreprises, on voit bien là. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, alors moi, l'heure tourne, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en effet à un moment où vous nous auriez vu il y a quelques années. Moi, je me disais ouais, c'est génial, on y arrive, on fait plein de trucs. Je vous aurais montré tout ce qu'on avait fait. Je suis restée assez en retrait. On est dans un espèce, c'est vrai, de mouvement où tout ça s'essouffle un peu, mais on va repartir. On est reparti avec une nouvelle équipe, on va repartir, on a confiance, on va repartir. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que il faut absolument qu'on se pose la question là de savoir comment on axe la formation du master demain. Juste en sous-titre, aujourd'hui la formation elle s'appelle Master BIM, conception intégrée et cycle de vie du bâtiment. Et des infrastructures. Et des infrastructures, oui c'est vrai. Et parce qu'on s'est dit les aménageurs et des autoroutes et bon. Et on s'est dit bon allez. Donc sérieusement ce sujet-là il est crucial. Vous avez reposé la question du bâtiment et de la qualité durable. Je pense que j'ai dit attention le territoire, il faut vraiment se poser la question de savoir comment on aborde cette formation demain. Au-delà du nom, c'est aussi de savoir quelle formation on délivre, comment on s'adresse aux métiers qui évoluent, qui ont des besoins divers. On n'a pas parlé de réglementation, mais la réglementation hyper croissante sur la question du digital. Enfin, on a nous toute la partie, toutes les études d'impact aujourd'hui, il faut les saisir sur une plateforme numérique publique où ils vont vous dire ah bah attendez, là, vous aviez une grenouille, elle est où? Elle est plus là. Enfin bon, je passe l'anecdote. Bon, l'heure tourne. En tout cas, oui, formation et master demain nouveau. Jumeaux numériques, master BIM++, adressé au métier, on ne sait pas. C'est en réflexion, mais il y a un vrai enjeu. Merci Christophe. Alors comme il fait un temps de chien, là, moi je vais vous donner 2 conseils de lecture pour, sans répondre à la question, voilà, comme on a du temps pour lire le soir. Lisez la thèse de Léa Sattler, c'est une thèse de doctorat soutenue à l'École des Arts et Métiers. Alors ça fait 400 pages, hein, donc il faut qu'il pleuve encore beaucoup. Bon. C'est une vraie thèse, c'est pas une thèse professionnelle. Contentez-vous de l'introduction qui fait déjà 80 pages mais qui est extraordinaire. Alors Léa Sattler explique dans son introduction, alors la thèse porte sur l'interopérabilité, mais dans son introduction elle explique que on essaye de faire entrer au forceps des technologies extrêmement modernes, très puissantes, dans un processus de gestion de projet qui n'a pas bougé depuis 1945 et que forcément ça ne marche pas. Voilà. Donc réfléchissez à ça et ça va nous donner du grain à moudre pour les X prochaines années pour essayer de faire que tout ça soit en adéquation. L'autre conseil de lecture, ça n'a rien à voir avec le BIM, c'est un bouquin de Jean-Baptiste Fressoz, qui est historien des sciences et de l'énergie. Le bouquin est paru en fin d'année dernière, s'appelle Sans transition. Et Jean-Baptiste Fressoz démontre le concept de transition énergétique. Grosso modo, je vais caricaturer son propos, mais il dit la transition énergétique, ça n'existe pas. Finalement, une énergie nouvelle qui apparaît ne vient pas remplacer une énergie plus ancienne. À titre d'exemple, à l'échelle de l'humanité et du monde, on n'a jamais autant brûlé de charbon qu'aujourd'hui. Bon. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas rater la transition numérique. Et c'est le piège en fait, qui nous est tendu avec le BIM, c'est qu'on vienne sur nos projets, sur nos opérations, rajouter une couche BIM sans avoir fait le ménage en dessous. Et je le vois chez 3F, on a recruté, on a des référents BIM, on a des outils BIM, mais ils sont au-dessus du process.
Alors on essaye de s'insérer dans le process, mais le risque, c'est finalement de développer quelque chose à côté des gens qui font réellement le boulot. Voilà. Bonne lecture, et puis en espérant que le soleil revienne malgré tout. Je suis assez d'accord déjà avec ce que tu viens de dire. Pour répondre à la question, donc je pense que le BIM, est-ce qu'il a révolutionné notre métier ou mon métier, okay? Je dirais plutôt bouleversé pendant ces 10 ans. Je n'ai pas envie de dire que ça a été une révolution, plutôt une évolution, mais un vrai bouleversement. Ça veut dire en interne, comment faire face à ça, comment produire d'une autre manière, comment apprendre tous ces nouveaux systèmes et ces nouvelles méthodes. Probablement, on ne peut pas utiliser et employer le terme révolution parce que la plage de temps est trop courte. Donc, il faudrait avoir une plage de temps, pas de 10 ans, pour parler de révolution, mais plutôt une plage de temps plus grande. Quelques conseils pour quelqu'un qui démarre s'il n'a pas encore démarré. Quelqu'un, bien évidemment, qui fait mon métier. Donc, il faut choisir le bon projet pilote, chose qu'on a eu peut-être nous la chance de faire. Peut-être on les a ratés quelqu'un, le projet pilote. Parce qu'il faut se lancer dans ce système avec des dimensions de projet qui permettent de faire face, d'assurer à nos obligations contractuelles vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, et pas partir avec des partenaires qui n'ont pas forcément, qui ont une maturité dans ce méthode et ces outils qui est trop grande par rapport à la vôtre si vous démarrez. S'équiper des bonnes ressources, notamment humaines, et des compétences, donc investir. Et par rapport à il y a 10 ans, je trouve que, notamment chez les architectes, on pouvait encore espérer de faire ça de manière autodidacte. Aujourd'hui, les choses ont changé, je pense qu'on ne peut plus le faire. Donc si on veut rentrer là-dedans, il faut vraiment se faire accompagner. Et une fois qu'on s'est fait accompagner par des spécialistes, et les compétences, un minimum de compétences sont en interne, là, c'est le partage et la transmission du savoir entre les différents partenaires du même cabinet qui doit s'appliquer. Voilà. Merci. Moi, je dirais que dans nos vies de tous les jours, le numérique s'est imposé sans forcément qu'on s'en rende compte. Alors de là, pour le BIM, à parler de révolution, évolution, moi je parlerais d'élévation. Élévation des compétences lorsque le BIM est appliqué dans les métiers de chacun. Un ingénieur structure va continuer à faire de la structure, mais il va faire peut-être 90% de structure et 10% de contribution au processus BIM qui va servir à ses collègues, et ainsi de suite. Donc voilà, je pense que le BIM a de la valeur quand il est intégré aux différents métiers. Et moi, les conseils que je peux donner, c'est de rester pragmatique et rationnel en définissant des objectifs, des usages qui sont propres aux activités de vos entreprises. Et ouais, en mettant les moyens pour y arriver. Et peut-être, moi, ce que ça m'évoque, c'est le fait que la révolution en innovation, si je pense à une révolution, je pense à l'arrivée du smartphone, qui est arrivé jusque dans la poche de tout le monde. Le BIM, il n'en est pas encore là, donc j'appellerais pas ça une révolution. La chance qu'on a, c'est qu'il a aussi, il nous gratte un peu parce qu'il a mis en exergue la fragilité, finalement nos fragilités. Donc c'est aussi une opportunité de dépasser ces fragilités. Et puis peut-être dans les réflexes qu'on a dans l'univers de l'innovation et notamment en côtoyant les startups, le fait c'est l'apprentissage, et je pense que le test and learn, peut-être y aller pas à pas en se disant tester des solutions, que chacun y aille un peu avec de là où il part. Il y a les grands et ceux qui ont les moyens qui vont peut-être un peu plus vite, et puis il y a ceux qui ont moins les moyens ou qui ont un peu peur, et le fait de tester et d'apprendre, ça va bien avec l'idée d'apprendre aussi en retournant sur les bancs de l'école. Ça ne s'oppose pas, au contraire, ça peut être voilà, les deux peuvent apporter une dynamique très intéressante. Donc, test and learn, ce serait mon conseil. Merci beaucoup pour tous vos avis, très éclairés. Donc on note le BIM un outil, ne pas oublier l'humain qui est derrière, et on conclut par ce qu'a dit Stéphanie sur la formation, qui reste quand même un aspect très important. Donc l'heure a tourné. Avant de passer le micro
au public. Là, on a le droit à une petite séance de questions-réponses. Christophe, tu as donné des conseils de lecture avec 2 livres là. Et je crois savoir que d'ici la fin de l'année, avec Olivier, tous les deux, il y aura un 3e conseil de lecture que je pourrais donner peut-être au public. Alors, est-ce que tu peux nous en donner quelques mots là, rapidement? Merci Mathieu. Alors, avec Olivier, on se connaît depuis longtemps, hein, ça fait 10 ans, donc c'est une vieille 10 ans aussi. 10 ans, voilà, c'est 10 ans. Puisque Olivier est le premier à être venu parler du BIM au comité exécutif de 3F en mai 2014. Ouais, mai 2014, à l'époque où moi-même je m'occupais de développement social dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc voilà, bon. Ah, c'est de ma faute, quoi. C'est de ta faute, voilà. Et depuis à peu près 1 an, cette idée des 10 ans nous trotte dans la tête. On en parle souvent, beaucoup, avec parfois beaucoup d'insistance de la part d'Olivier qui veut absolument marquer le coup. Et donc on a décidé effectivement de sortir un bouquin qui sortira en fin d'année, novembre 2024. Il faut qu'il sorte avant la fin d'année. Il faut qu'il sorte avant la fin de l'année, sinon ça fera pchit. Bon. Donc nous co-dirigeons tous les deux et on est allé au contact d'une 50aine de professionnels, de praticiens. Et on a avec eux des entretiens pour essayer de dresser un état des lieux les plus objectifs possibles. Alors le choix de ces 50 personnalités qu'on a interrogées est forcément partial. Certains sont dans la salle, certains ne sont pas dans la salle, certains qui sont dans la salle ne sont pas parmi les 50, donc on va se faire certainement des copains et puis des moins copains, c'est pas très grave tout ça. Mais l'idée est de donner à voir le chemin parcouru, ce qui a été fait et ce qui a été fait de bien depuis 2014, les difficultés qui restent à surmonter, puis essayer de donner à voir les enjeux qui restent à lever encore. Donc ce sera un bouquin de 200-250 pages qui sera coédité, on remercie les coéditeurs, puisqu'il sera coédité aux éditions Erol et aux éditions Despont. On remercie Laurent, l'un des coéditeurs, d'être dans la salle. Et puis voilà. Work in progress. Voilà, oui. Mais on attend ça avec grande impatience d'ici la fin de l'année. Donc maintenant, comme indiqué, on va pouvoir faire tourner le micro. Et comme souvent, la salle est un peu timide. On a un peu triché en disant qu'on a un premier intervenant auquel on invite à donner lui aussi son retour d'expérience. Alessio n'est pas venu seul, il est venu accompagné d'Alexis Guillaumeau, qui est le architecte à la base et BIM manager d'ANMA. Si tu veux nous donner quelques retours d'expérience sur ce que tu fais, sur ce que ça veut dire être BIM manager. J'entendais une équipe de 4 ou 5 personnes sur une agence de 70, ça fait quoi? Ça fait 7-8% d'effectifs. On a aussi vu, alors ça c'est le cas de beaucoup de monde ici qui publie beaucoup de choses sur LinkedIn. Alors, il y a de tout et de n'importe quoi sur LinkedIn, mais quand ça vient de gens tels que ceux qui sont dans la salle, c'est à suivre. Et on voyait récemment les travaux faits au sein de l'agence par une mastérienne sur une approche d'un outil permettant de qualifier les logements que vous faites. Oui, alors merci de me donner la parole, de me permettre de compléter ce qui a déjà été dit, notamment par Alessio. Oui, je vais commencer peut-être par une petite anecdote, un fait marquant sur un peu le quotidien du travail d'un BIM manager. Hier, je travaillais sur des maquettes numériques sur un de nos grands projets qu'on mène en Belgique. Et j'avais pour tâche de traiter des données, donc je vérifiais en fait des données sur un certain nombre de composants. Et je me suis rendu compte qu'on avait 50 000 composants sur certaines de ces maquettes. Et je devais vérifier 4 données sur ces 50 000 composants. Donc rapidement, j'ai réalisé que j'étais en train de manipuler 200 000 données que je devais vérifier, en sachant que c'est un très grand projet sur lequel en réalité on a un jeu de données de 250 propriétés. Et qu'actuellement on a 80 maquettes, toutes disciplines confondues. Donc j'ai réalisé qu'en réalité on manipulait des millions de données, on est producteur de toutes ces données de façon massive. Et donc ça répond déjà à une première question, c'est-à-dire aujourd'hui le numérique il est totalement intégré dans nos métiers, on ne pourrait pas revenir en arrière quand on prend conscience de ça. Et en même temps, ça pose des questions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations qu'on génère. Donc évidemment, nous, à l'agence, c'est une question qu'on se pose en permanence. Et on fait en sorte, on a pour volonté de faire que ces processus numériques servent la qualité des projets d'une part, et aussi nous permettent dans nos métiers d'être plus efficaces, plus efficients. Donc pour ça, on a quelques axes de développement, des pistes de réflexion. Il y a l'humain qu'on a évoqué, donc qui est en effet vraiment au cœur de tous les processus qu'on met en place. Donc ça passe en effet par à l'agence un investissement avec des gens qui travaillent à plein temps, une équipe de 4 personnes
m'accompagnent et qui sont tous architectes. C'est important que ce soit des architectes pour nous, qu'on parle la même langue et que tout ce travail reste au service des projets d'architecture. Ça passe aussi beaucoup par la transmission. Donc on fait énormément d'efforts pour faire monter en compétence nos équipes et transmettre et continuer sans cesse de progresser sur ces sujets-là. Et puis si on parle de l'humain, il y a aussi le côté collaboratif qui a été évoqué. Donc ça, c'est quand on s'ouvre avec les autres partenaires, les autres disciplines, les autres métiers. Ça passe par exemple par des plateformes collaboratives qui nous permettent de mieux communiquer entre nous, de mieux travailler tout simplement et d'améliorer la qualité des projets. Donc il y a aussi la question de la pluridisciplinarité, puisqu'on est en effet une agence d'architecture de paysage et d'urbanisme. Donc c'est vrai que dans notre agence, le BIM et de manière générale, le BIM appliqué au bâtiment est plus développé que dans tous les autres secteurs. Donc ça reste un moteur et ça permet de tirer vers le haut les autres disciplines. Donc on a des projets pilotes, en effet, notamment avec les Parmarnes, où on a une mission de sim management, où on élabore des maquettes numériques urbaines sur plusieurs hectares. Donc c'est quand même des choses qui se font, mais ça reste des projets un peu exceptionnels. On modélise nos projets de paysage, donc avec la possibilité de dialoguer beaucoup mieux, même en interne entre nous, entre des architectes et des paysagistes, sur des projets à la parcelle, de cœur d'îlot. Et puis il y a l'aspect veille et développement, recherche et développement en permanence, avec voilà, quelques axes de développement, des exemples que je peux donner. On s'attache à transformer en standard pour l'agence, par exemple, la production de CCTP, l'extraction de données, donc l'établissement de métrés à partir des maquettes numériques, d'être capable d'établir le bilan carbone de nos projets à partir des maquettes numériques aussi. Donc on a déjà des choses qui sont en train de se mettre en place et on espère réellement que ça va devenir un standard à l'agence. Il y a la data visualisation, donc la data management, la capacité à maîtriser toutes les données que j'évoquais tout à l'heure qu'on produit et qu'on génère. Donc ça veut dire à travers des tableaux de bord et des graphiques par exemple d'être capable de visualiser cette donnée, d'évaluer sa pertinence, sa qualité et derrière de s'en servir comme aide à la décision. Et puis pour terminer, peut-être évoquer l'IA. En effet, on a constitué là depuis le début de l'année un groupe de personnes à l'agence qui travaillent sur ce sujet-là, qui ne sont pas uniquement des architectes, il y a aussi des gens, des fonctions transverses comme à la communication, les urbanistes, les paysagistes, tout le monde contribue à ce groupe et on est déjà en train dans une phase un peu exploratoire pour le moment, mais de voir comment l'IA pourrait faire évoluer encore et nous faire basculer dans une autre ère. Ça sera sans doute un des prochains rendez-vous. Merci de ce feedback, Alexis. Puisque le micro est du côté salle, est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser, des contributions à apporter? En me disant, on se connaît les uns les autres, mais pas tout le monde, donc chacun peut dire qui il est. Oui, bonsoir, Mike Sissoung. Moi, je suis intervenant au Master IBD de l'École des Ponts Paris-Tech. Et ma question à moi, bon, on parle de construction, là, c'est parfait, mais quitte de l'exploitation et des intervenants d'exploitation. Et bon, avec... Monsieur Leroux, on est déjà intervenu sur les analyses en coût global. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous incorporez aussi tous les acteurs qui viendront derrière vous et qui n'ont pas du tout la même approche et surtout pas du tout les mêmes contraintes. Et aujourd'hui, bon, moi, je fais ça en permanence et ça devient, avec les nouveaux textes environnementaux, la taxonomie européenne, etc., ça devient très, très, très compliqué. Et je peux vous dire qu'on n'a pas fini de résoudre des problèmes. Et moi, je suis désolé, mais le BIM, pour moi, très difficile à utiliser. Je n'arrive pas à avoir les données dans les domaines qu'on va utiliser nous. Vos données sont parfaites pour la construction et la conception, là il n'y a pas de souci. Mais derrière, pour exploiter ces informations sur la maintenance et sur le reste, c'est beaucoup plus compliqué. La réponse peut venir soit de la scène, soit de la salle, parce qu'il y a quelques personnes qui connaissent bien le sujet. Alexandre, je pensais à toi bien sûr. Une première réponse rapide serait de dire que le jumeau numérique va en partie peut-être aider à répondre à la question. Voilà. C'était la petite participation. Mais Alexandre, vas-y. Qui anime la journée sur le BIM GEM au sein du MSBIM. Oui, merci Olivier. Je sentais le coup pour rebondir. Alors c'est vrai que c'est compliqué cette bascule entre la partie construction et l'exploitation. Ça l'a toujours été.
Et on le voit toujours sur la livraison des DO qui n'est jamais parfaite et qui est difficilement contrôlable. Il y a quand même 2-3 aspects en se disant, ok, il y a des données qui sont utiles pour la construction et qui peuvent être assez massives. Alexis en parlait du coup des 200 000 informations à contrôler. Il n'y a peut-être pas besoin d'autant de ces données en phase d'exploitation maintenance, en tout cas à contrôler. Et donc c'est peut-être se limiter en termes de données à contrôler pour une bascule après en exploitation maintenance. Après, il y a quand même des travaux qui sont venus par la suite sur les outils qui sont déployés, des outils de gestion technique de patrimoine, des GMAO qui essayent de changer, qui sont venus après coup, après le déploiement de toutes les plateformes collaboratives qu'on a pu voir ces dernières années. C'est vrai que c'est un chantier encore en cours. Et donc, cette problématique d'interopérabilité, ou en tout cas d'intégration de ces données de la construction venant de maquettes numériques pour une bascule dans des outils qui ne s'étaient pas prévus pour récupérer ces données sous cette forme-là, il y a tout ce travail à réaliser aujourd'hui. Donc, il y a un effort, il y a toujours un peu de travail manuel pour une bascule vers l'exploitation maintenance de ces informations. Mais je pense que voilà, faut peut-être voir dans les prochaines années, dans 3, 5 ans, quand les outils seront à ce niveau pour une bonne intégration de ces données. Mais on est très loin et je pense qu'on ira, je pense jamais, sur l'intégration totale des données utiles en phase de conception-construction vers l'exploitation maintenance. Enfin, ce serait trop de données et quand on voit les FMR, les property managers qui sont là à gérer 2-3 informations et se dire déjà si j'ai le bon nombre d'équipements, si j'ai le bon inventaire technique, si j'ai à peu près les bonnes surfaces, c'est déjà pas mal. Donc derrière, j'ai pas forcément les notes de calcul ou en tout cas besoin de notes de calcul technique, structure ou sur dimensionnement de réseau pour l'exploit. Donc ça, pour moi, ça va rester côté DO. C'est une approche de petits pas, Alexandre, c'est ça, de se dire que ça. Tu dis, on a quelques données, si elles sont fiables, c'est déjà bien. Exactement. Et on fera mieux la fois d'après. Et peut-être se focaliser dès le démarrage des opérations conception-construction pour se dire quelles sont les données communes dont j'ai besoin en conception, construction et exploitation-maintenance. Ce qui est important effectivement, c'est qu'on est... moi, je travaille beaucoup avec des archis et tout, mais dès le départ, on prévoit, dès les esquisses, je leur dis ce dont on aura besoin plus tard, de façon à me retrouver effectivement avec les documents dont j'ai besoin. Parce que si j'ai une maquette numérique complète, bien faite, etc., mais si je peux rien en sortir, aucun intérêt pour moi. Et alors, il y a pas mal de choses qui sont compliquées, je le reconnais, hein, mais je vous avoue qu'aujourd'hui, quand moi je fais des analyses de bâtiments, je ne peux pas utiliser les outils informatiques que vous avez, et c'est dommage. Parce que moi, ressaisir derrière tout ce que vous avez fait, je trouve ça complètement idiot, quoi. Effectivement. Ça sera à creuser, Mike. Oui, non, mais on en parle assez depuis très longtemps déjà. Bon. Si, excusez-moi, je me permets. Je ne sais pas si quelqu'un voulait intervenir, mais moi, je trouve que ce débat est intéressant. Et pour moi, en fait, c'est juste, c'est ce qu'on appelle les cas d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste de se dire à quoi, encore une fois, c'est pourquoi je fais la maquette et à quoi elle sert. Et quand on faisait le master à l'époque, je me souviens, on parlait beaucoup de maîtrise d'usage. On se disait, ah là là, génial, le BIM va accompagner le désilotage de la chaîne de valeur et on va remettre l'usager au centre. Tout ça, c'est des sujets qu'on a abordés, qui ont été questionnés. Pour l'instant, on est resté, et c'est vrai, je crois qu'on est resté sur des modes d'exercice, même si nous, on questionne tous les jours notre façon de faire la ville, on reste quand même sur des modalités et d'enchaînement d'acteurs assez fidèles à ce qu'on faisait il y a 10 ans. Et la question de la maîtrise d'usage et la question des besoins en termes d'usage, c'est un cas d'usage. Ça fait beaucoup d'usage. Alors effectivement, pour aller dans votre sens, je partage complètement le constat et ce que vous avez dit. Et à titre d'illustration, on est en train de travailler avec quelques bailleurs au sein de notre organisation professionnelle, l'Union sociale pour l'habitat, l'USH, à essayer de définir ce qu'on appelait un MCD, un minimum commun de données. Donc voilà. Alors c'est un exercice qui est piégeux parce que forcément il y a un effet inflationniste. Là, on s'est dit on va faire que ça tienne sur un Excel, un recto verso. Et c'est principalement les quelques données utiles sur les équipements pour du logement qui vont être sous contrat. Ascenseur, chaufferie, sécurité incendie, voilà. Et déjà, si on arrive à se mettre d'accord là-dessus, on mettra ça dans les contrats de VFA et qu'on imposera aux promoteurs, on mettra ça dans les contrats de maîtrise d'œuvre, qu'on fasse du BIM ou pas d'ailleurs, hein, c'est un fichier Excel. Et c'est un petit pas, tout petit pas, mais déjà, si on arrive à se mettre d'accord là-dessus, ce sera une grande avancée. Anticiper en amont le plus possible, également. Des fois, ça peut se poser des questions aussi, mais... Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ?
n'hésitez pas. Après, les questions elles pourront se faire peuvent aussi se faire, effectivement, autour d'un verre, mais si vous s'il y a avez une dernière peut-être question, une question ou remarque. N'hésitez pas, une remarque. Oui, et puis ensuite on conclut. Désolé de vous faire monter jusqu'en haut. Ça fait du sport. Voilà. Bonsoir à tous, Pierre Routin, Pont Formation Conseil, formation continue de l'école des ponts. Donc merci à tous les témoignages qui ont pu être faits ce soir. Avec vos regards croisés, a été évoquée notamment la réglementation autour du BIM, mais la réglementation d'un point de vue plus macro, et je pense notamment à toutes les collectivités publiques territoriales. Nous, on en a beaucoup en contact et elles sont parfois très en retard sur la cartographie de leur patrimoine. Voilà, donc par rapport aux gros acteurs, on sent quand même un décalage sur le BIM. Moi, je voulais savoir, par rapport aux marchés publics globaux de performance, si le BIM, parce que je pense que le BIM, en fait, depuis 10 ans, il évolue lui-même, en fait. Il s'adapte aussi aux évolutions, au cadre contractuel réglementaire, s'il pouvait permettre d'atteindre les objectifs des marchés globaux de performance, donc en tant que tel, pas seulement en tant qu'outil, mais en tant que méthode aussi. Voilà, par rapport à vos regards croisés, est-ce que justement dans le cadre de ces marchés-là, vous avez observé des résultats probants, Alessio, je te sens prêt à répondre. À titre d'exemple, on livre bientôt un premier marché global de performance avec un majeur, avec le groupe Bouygues. À l'époque, on a fait les maquettes. Les marchés de travaux n'ont pas prévu les maquettes. Donc le travail qu'on a fait de maquette numérique ne servira malheureusement pas à l'exploitation. Donc je vais malheureusement dans votre sens, je vous le confirme. Et on n'a pas encore livré le bâtiment alors qu'on a démarré ces maquettes il y a des années. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il reste des marges de progression, comme on dit. Ah bah oui. Ouais, il y a de quoi faire. Absolument. Alors que si je me rattache à ce que disait Alexis, mon collègue, tout à l'heure, effectivement, si les données à insérer tiennent dans un Excel recto verso, dans une page A4 recto verso, et on en saisit des millions de données, on pourrait très bien saisir les 50 fondamentales. Voilà. Mais merci. Donc, désolé pour la mauvaise nouvelle, mais c'est... non, mais on est là pour se raconter la vraie vie et voir où on en est et voir tout ce qu'il y a déjà d'efficace et comment on peut passer à encore mieux. Avant de te laisser, Mathieu, donner les remerciements d'usage en fin de cette séance, pas en oublier, je ferai une page de pub en disant que nous faisons actuellement des entretiens de candidature pour le MSBIM qui va rentrer en septembre. Et pour le Master Digital Twin également. Hein. Exactement, mais j'allais le dire. Ne pas oublier quand même. Voilà. Et IBD en janvier, c'est ça, et DBD, voilà, tous les Masters des ponts et les formations de PFC gérées par Christophe, bien sûr. Donc faites passer les messages, il reste... On a déjà plein de bons candidats et c'est assez plaisant et satisfaisant. Et il reste des possibilités d'inscription. Donc n'hésitez pas à faire passer les messages autour de vous, puisque dans la salle, beaucoup de gens sont déjà passés dans nos rangs. Ils peuvent encore grossir. Il reste la possibilité d'accueillir encore quelques mastériens ou quelques stagiaires par-ci, par-là. Mathieu, je te laisse conclure. Oui. Je pense que l'heure tourne et on a tous envie d'aller au cocktail pour continuer les débats. Donc je me tourne d'abord, bien sûr, vers les 5 intervenants pour vous remercier chaleureusement de votre venue ce soir. Vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup pour vos avis éclairés sur toutes ces questions. Également donc les partenaires Léonard, l'ESTP, les collègues de l'ENPC, Estelle et Géraldine pour l'organisation, et tout simplement le public à la fin, vous et ceux qui nous regardent. Merci beaucoup.